Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans le cadre de cette 9e séance relative au module Introduction à l'étude de droit, cours que je partage avec le professeur Salah Din Matsouk et qui est destiné aux étudiants de la première année, semestre 1, première année de droit, semestre 1, groupe 1 et 2. Alors, cette séance sera consacrée, comme prévu, à la suite de ce qu'on a vu lors de la 8e séance, c'est-à-dire les problèmes que pose l'application d'une loi après son entrée en vigueur. La dernière séance, on avait discuté le problème que pose l'entrée en vigueur d'une loi par rapport aux personnes concernées, donc le domaine d'application au niveau des personnes, et par la suite, on a vu aussi par rapport au lieu, l'espace, ce qu'on appelle la question de l'application de la loi dans l'espace. Aujourd'hui, on va parler d'un troisième problème, c'est le problème de conflit de loi dans le temps. C'est-à-dire, lorsqu'une loi nouvelle entre en vigueur, cette loi risque d'entrer en conflit avec des lois existantes. Donc, on se trouve devant un problème qui peut être régi par deux lois. La question qui se pose, à quelle loi doit-on donner la préférence, l'ancienne ou la nouvelle? Il faut ainsi déterminer le domaine d'application dans le temps des deux lois successives. Ces conflits de loi dans le temps ne sont pas réglés par les dispositions relatives à la promulgation ou à la publication ou à l'abrogation de la loi, comme on va voir par la suite, parce que ces questions se bornent à dire, ou la question qu'on se pose ici, c'est des questions qui se bornent à dire à quelle date la loi nouvelle entre en vigueur. Dans ce cas, la question est différente. La question n'est pas de savoir à quelle date la loi nouvelle s'applique, mais à quelle situation. Autrement dit, quels sont les domaines respectifs d'application de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Je répète, quels sont les domaines respectifs d'application de la loi ancienne et de la loi nouvelle. La réponse, ou pour répondre à cette question, la réponse nous est donnée par application du principe de la non-rétroactivité de la loi. Mabda' adam rj'iyat al-qawanin. Et aussi par celui de l'effet immédiat des lois nouvelles. Al-athar al-fawri al-qawanin jadida. Donc on va commencer par le premier principe, le principe de la non-rétroactivité de la loi. Mabda' adam rj'iyat al-qawanin. Et là, je dois commencer par évoquer l'article 4 de la Constitution marocaine de 2011. Au terme de l'article 4 de la Constitution, la loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Ça, c'est les termes de l'article 4 de la Constitution marocaine de 2011. Ainsi, lorsqu'on dit qu'une loi n'a pas d'effet rétroactif, on entend par là qu'il ne peut pas s'appliquer à des faits qui ont été accomplis antérieurement. Ce principe tire sa force ou tire un trait entre le passé et l'avenir. La non-rétroactivité de la loi nouvelle pour le passé est une question, je dirais, d'une importance considérable. C'est-à-dire qu'on doit avoir une ligne de partage entre la loi ancienne et la loi nouvelle. Et cette ligne de partage repose sur un double fondement.
je dirais, ou entre deux critères sur lesquels il faut arbitrer. Le premier, c'est le besoin de sécurité juridique. Ce besoin, ce besoin de sécurité juridique et de prévisibilité juridique conduit tout naturellement à privilégier le maintien de situations acquises, on appelle les droits acquis, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il faut qu'elle conduise au maintien indéfini de la loi ancienne. Non, loin de ça. Donc ça c'est le premier critère, le premier fondement. Deuxième fondement est le besoin du progrès social. En effet, il est tout à fait naturel de penser que la loi nouvelle est meilleure que la loi ancienne, ou du moins qui correspond mieux à l'état des mœurs, aux besoins économiques et sociaux de l'époque. C'est pourquoi on l'a fait. La loi ne peut être figée. Il doit évoluer en fonction du contexte économique et social, je dirais, et culturel, moral de l'État. Donc, la non-rétroactivité est un principe constitutionnel. En conséquence, le législateur est tenu de le respecter, sauf à encourir la Cour constitutionnelle. Ainsi, si le Parlement vote une loi rétroactive, et en cas de saisie de la Cour constitutionnelle, la loi sera déclarée inconstitutionnelle. La non-rétroactivité, donc, s'impose également au pouvoir réglementaire et au pouvoir judiciaire. Les règlements édictés par le pouvoir exécutif, comme on a vu, doivent respecter le principe de la non-rétroactivité de la loi, sous peine de voir ces règlements sanctionnés par le recours pour excès de pouvoir ou l'exception d'illégalité devant la Cour constitutionnelle. Dans le même sens, un juge ne peut appliquer la loi nouvelle à des faits survenus avant sa promulgation. Donc, ça, c'est le principe et les raisons et les fondements de ce principe. Cependant, ce principe connaît, je dirais, n'est pas absolu, mais il connaît quelques exceptions. Donc, petit 2, les exceptions au principe de la non-rétroactivité de la loi. Je vous rappelle le principe. Le principe, c'est qu'une loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif. On a dit pourquoi. D'ailleurs, la Constitution le prévoit aussi. C'est un principe sacré. Alors, les exceptions, certaines lois sont normalement rétroactives. En ce sens que, je dirais, loin de porter atteinte à la stabilité sociale, ils apportent un mieux-être ou un bon sens conforme tenant à l'intérêt général que aux intérêts particuliers. Ainsi, en est-il tout d'abord des lois pénales nouvellement plus douces, le Qanun al-Jina'i, l'Aslah al-Muttaham, c'est-à-dire celles qui modifient une infraction ou qui diminuent la peine encourue, faisant exception au principe de la non-rétroactivité de la loi. De telles lois vont s'appliquer non seulement aux infractions commises postérieurement, mais également aux délinquants qui, ayant commis l'infraction sous une loi antérieure plus sévère, non en raison du délai inhérent à toute procédure, pas encore fait l'objet d'une condamnation définitive. C'est-à-dire, le délinquant est toujours en cours d'enquête, détention provisoire, le jugement n'est pas encore été rendu et la loi a changé. Donc, comme c'est une loi plus douce, donc le délinquant va bénéficier, parce qu'on n'a pas encore jugé la personne, il va bénéficier de cette nouvelle loi qui est la loi la plus douce. La règle de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, le Qanun al-Jina'i al-Aslah al-Muttaham, est expressément formulée par l'article 6 du Code pénal.
qui dispose que lorsque plusieurs lois ont été en vigueur, entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application. La loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application. Donc, il est juste et normal que soit appliquée ici, non pas la loi ancienne, dont les pénalités ont été jugées excessives, mais la loi nouvelle, considérée comme meilleure. Je rappelle que la loi pénale la plus douce ne peut être applicable, les personnes qui peuvent bénéficier, que les personnes qui sont en cours d'instruction. Mais on n'a pas encore jugé la personne, on n'a pas encore rendu le jugement. Si le jugement est rendu, le délinquant ne pourra pas bénéficier de la loi pénale la plus douce, notamment lorsque le jugement a acquis ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Donc voilà pour cette première exception. La deuxième exception concerne les lois interprétatives, le qawanin tafsiriya. On les appelle des lois dites interprétatives, c'est-à-dire que le législateur définit le sens d'une loi antérieure, obscure ou ambiguë. En conséquence, ils sont rétroactifs, étant donné qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, de nouvelles lois, mais plutôt de l'interprétation d'une loi antérieure. Ainsi, la loi interprétative, qawanin tafsiriya, faisant corps avec la loi interprétée. Il s'applique à la date de la loi interprétée, si bien qu'il y a rétroactivité. Donc, imaginez qu'une loi est sortie en 2004, il est en vigueur, un texte interprétatif, qawanin tafsiri, de cette loi de 2004 est sortie en 2006, donc cette loi interprétative va s'appliquer depuis 2004. Pourquoi? Parce qu'il va avec. C'est une loi qui est venue pour interpréter l'ancienne loi, donc il va s'appliquer avec depuis sa date, depuis le commencement d'application, la date d'application de la loi mère. On voit clairement qu'en principe, une loi nouvelle ne doit pas, sauf exception, remettre en cause le passé. Il doit au contraire s'appliquer aux situations en cours pour l'avenir. Il s'agit donc du principe de l'effet immédiat qu'on va voir tout à l'heure. On peut rajouter une troisième exception, c'est lorsque la loi nouvelle le dit expressément. يطبق القانون بأثر رجعي إذا نص القانون الجديد على ذلك صراحة. Et là, ça nous rappelle la première fois au Maroc, la première fois on va appliquer une loi d'une manière rétroactive, parce que la loi nouvelle le dit expressément, c'était le Dahir du 29 octobre 1959, à propos de l'affaire des huiles nocives, où la jurisprudence a appliqué un texte nouvellement sorti qui est ce Dahir à des situations antérieures. Pourquoi? Parce que la loi nouvelle le dit expressément. Donc si une loi nouvelle sort aujourd'hui et comporte un article qui dit cette loi est applicable depuis juillet soit 2017 ou 2019, donc cette loi va s'appliquer à toutes les situations concernées par cette loi depuis 2019 jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que la loi nouvelle le dit expressément. Donc, comme je viens de dire, on voit clairement qu'en principe, une loi nouvelle ne doit pas, sauf les exceptions que je viens de citer, les trois, remettre en cause le passé. Donc une loi nouvelle doit au contraire s'appliquer aux situations en cours pour l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le principe de l'effet immédiat, l'effet immédiat des lois nouvelles. Ce principe de l'effet immédiat des lois nouvelles
signifie que si une loi nouvelle ne doit pas régir le passé, il doit en revanche s'appliquer immédiatement, en remplaçant la loi antérieure qui n'a plus de raison d'être. Or, si la loi régissant une situation qui devait s'échelonner dans le temps vient à changer, faut-il maintenir la loi ancienne ou appliquer immédiatement la loi nouvelle? Je répète la question. Si la loi régissant une situation qui devait s'échelonner dans le temps vient à changer, faut-il maintenir la loi ancienne ou appliquer immédiatement la loi nouvelle? D'abord, je dois vous signaler qu'aucune disposition juridique ne donne de réponse à ce problème en droit marocain. Plusieurs théories ont été élaborées afin de remédier à ce problème. Donc, la question à laquelle on doit répondre, c'est comment distinguer le principe de l'effet immédiat du principe de la non-rétroactivité. Je répète la question. Comment distinguer le principe de l'effet immédiat du principe de la non-rétroactivité? Et là, je préfère commencer par un exemple. L'exemple est le suivant. Les lois pénales se font, les lois pénales de fond, qui concernent les différentes incriminations aux éléments constitutifs des infractions, comme l'élément moral, l'élément matériel, l'élément légal. Donc, on appelle ça les lois pénales de fond. Ce sont des lois qui concernent les différentes incriminations, jara'im, anas al-jarima, les éléments constitutifs des infractions, et aussi au régime de la répression, le uqubat, jaza. Ces lois sont sans aucun doute soumises au principe de la non-rétroactivité. Mais quant aux lois pénales de forme, shkliya, qui réglementent l'organisation, le fonctionnement du procès pénal, les procédures, la compétence, etc., ces lois sont une illustration de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Les lois pénales de forme. C'est un très bon exemple c'est une véritable illustration de l'effet immédiat de la loi pénale nouvelle. Ces lois pénales de forme s'appliquent immédiatement, même aux instances en cours, étant donné qu'ils sont destinés à assurer quoi? Une meilleure justice. Ainsi, le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles est incontestable, car d'une part, la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne. Sinon, le besoin de la réforme c'est-à-dire, ce besoin, on ne va pas le sentir. On n'a pas besoin. Et d'autre part, ce principe assure l'unité, l'unité de la législation en évitant de faire coexister les lois anciennes et nouvelles qui régissent la même situation. Cependant, ce principe n'est pas absolu. Je parle du principe de l'effet immédiat de la loi. Ce principe n'est pas absolu et connaît lui aussi quelques dérogations ou quelques exceptions. Donc, petit 2, les exceptions au principe de l'effet immédiat. Les exceptions au principe de l'effet immédiat d'une loi nouvelle. D'abord, l'effet immédiat peut être écarté par une disposition formelle. Par exemple, le législateur peut estimer préférable de retarder l'application d'une nouvelle loi. Là, je prends l'exemple de la première loi, la loi marocaine de l'unification de l'arabisation au Maroc d'Ahir de 1965, 26 janvier 1965, qui a été différée jusqu'au début de l'année suivante.
Donc ce qu'on appelle une réforme en douceur. D'ailleurs, je vous ai dit lors de la séance dernière que, en ce qui concerne l'entrée en vigueur d'une loi, que souvent, une loi prévoit elle-même, dans un article, une loi nouvelle bien sûr, prévoit de retarder son entrée en vigueur pour mettre en place, je dirais, les conditions de son application. Je me rappelle, je vous donnais l'exemple sur lequel une loi dit que cette loi entrera en vigueur 1 an ou 6 mois après la date de sa publication au bulletin officiel. Donc là, c'est, je dirais, c'est la loi elle-même qui décide de ne pas donner à la loi nouvelle un effet immédiat par un article de la loi elle-même. Une autre exception plus importante au principe de l'effet immédiat concerne cette fois-ci la matière des contrats, le code. En général, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur au moment de leur formation. Donc un contrat est soumis à la loi en vigueur lors de sa conclusion. En général, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur au moment, donc j'ai dit, de leur conclusion. On considère donc qu'une loi nouvelle ne doit pas s'appliquer au contrat en cours. Pourquoi? Pour ne pas bouleverser les prévisions légitimes des particuliers. En principe, on appelle ça le principe de la force obligatoire du contrat. Et parmi les conséquences de ce principe, c'est que lorsque un contrat est conclu, il s'impose aux parties elles-mêmes, ce contrat s'impose aux parties elles-mêmes, il s'impose au juge, il s'impose au législateur. C'est-à-dire, une loi nouvellement adoptée ne doit pas s'appliquer au contrat en cours. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, si la loi nouvelle le dit. D'ailleurs, nous avons, dans les années 80, connu un exemple au Maroc sur le contrat de bail. Une loi est venue pour réduire les redevances de loyer de 1/3 et cette loi a été appliquée de manière rétroactive donc à des contrats qui étaient déjà en cours. Tous les bailleurs ont été obligés de réduire la redevance de loyer de 1/3 parce que la loi l'a dit d'une manière expresse. Donc, voilà, sinon, un contrat conclu, je dis, s'impose aux parties, sauf si le contrat prévoit une clause qui permet de modifier ou de changer le contrat, ou, je dis, la deuxième chose, il s'impose aussi au juge, sauf le juge n'a pas à s'immiscer du contenu d'un contrat, sauf la question de l'ordre public, bien entendu. Si le contrat touche l'ordre public, le juge, bien sûr, peut intervenir et dans ce contrat formé et il peut même le déclarer nul ou annulable, ça dépend des situations. Donc, une fois délimité la sphère d'application d'un texte dans le temps, il convient maintenant de conclure et de dire que voilà les problèmes juridiques que pose l'application, l'entrée en vigueur et l'application d'une loi nouvelle par rapport aux personnes concernées, par rapport à l'espace où cette loi va être applicable et par rapport au temps, c'est-à-dire les lois en vigueur, la situation des lois en vigueur avec la loi nouvellement adoptée et ce que vient d'expliquer à travers la problématique du conflit de loi dans le temps, bien entendu. Donc maintenant, une fois la problématique de l'application des lois dans le temps et dans l'espace et par rapport aux personnes est résolue, il convient maintenant de parler de ce qu'on appelle l'interprétation des lois. Tafsir Qanun. Donc c'est l'objet de notre prochaine séance, Inch'Allah, à travers laquelle on va connaître la question de l'interprétation des lois, bien entendu. Donc sur ce, je vous remercie et à très bientôt.